Quand Swann fut parti, je retournai dans le grand salon où se trouvait cette princesse de Guermantes avec laquelle je ne savais pas alors que je dusse être un jour si lié. La passion qu'il eut pour monsieur de Charlus ne se découvrit pas d'abord à moi. Je remarquai seulement que le baron, à partir d'une certaine époque, et sans être pris contre la princesse de Guermantes d'aucune de ces inimitiés qui chez lui n'étonnaient pas, tout en continuant à avoir pour elle autant plus d'affection peut-être encore, paraissait mécontent et agacé chaque fois qu'on lui parlait d'elle. Il ne donnait plus jamais son nom dans la liste des personnes avec qui il désirait dîner. Il est vrai qu'avant cela, j'avais entendu un homme du monde très méchant dire que la princesse était tout à fait changée, qu'elle était amoureuse de monsieur de Charlus, mais cette médisance m'avait paru absurde et m'avait indigné. J'avais bien remarqué avec étonnement que quand je racontais quelque chose qui me concernait, si au milieu intervenait monsieur de Charlus, l'attention de la princesse se mettait aussitôt à ce cran plus serré qui est celui d'un malade qui, nous entendant parler de nous, par conséquent, d'une façon distraite et nonchalante, reconnaît tout d'un coup qu'un nom est celui du mal dont il est atteint, ce qui, à la fois, l'intéresse et le réjouit. Tel, si je lui disais justement, monsieur de Charlus me racontait, la princesse reprenait en main les rênes détendues de son attention. Et une fois, ayant dit devant elle que monsieur de Charlus avait en ce moment un assez vif sentiment pour une certaine personne, je vis avec étonnement, s'insérer dans les yeux de la princesse, ce trait différent et momentané qui trace dans les prunelles comme le sillon d'une fêlure et qui provient d'une pensée que nos paroles, à leur insu, ont agité en l'être à qui nous parlons, pensée secrète qui ne se traduira pas par des mots, mais qui montrera des profondeurs remuées par nous à la surface un instant altéré du regard. Mais si mes paroles avaient ému la princesse, je n'avais pas soupçonné de quelle façon. D'ailleurs, peu de temps après, elle commença à me parler de monsieur de Charlus et presque sans détour. Si elle faisait allusion au bruit que de rares personnes faisaient courir sur le baron, c'était seulement comme à d'absurdes et infâmes inventions. Mais d'autre part, elle disait « Je trouve qu'une femme qui s'éprendrait d'un homme de l'immense valeur de Palamède devrait avoir assez de hauteur de vue, assez de dévouement pour l'accepter et le comprendre en bloc, tel qu'il est, pour respecter sa liberté, ses fantaisies, pour chercher seulement à lui aplanir les difficultés et à le consoler de ses peines. » Or, par ses propos pourtant si vagues, la princesse de Guermantes révélait ce qu'elle cherchait à magnifier, de la même façon que faisait parfois monsieur de Charlus lui-même. N'ai-je pas entendu à plusieurs reprises ce dernier dire à des gens qui jusque-là étaient incertains si on le calomniait ou non, « Moi, qui ai eu bien des hauts et bien des bas dans ma vie, qui ai connu toute espèce de gens, aussi bien des voleurs que des rois, et même, je dois dire, avec une légère préférence pour les voleurs, qui ai poursuivi la beauté sous toutes ses formes, etc., etc. » Et par ces paroles qu'il croyait habiles, et en démentant des bruits dont on ne soupçonnait pas qu'ils eussent couru, ou pour faire, à la vérité, par goût, par mesure, par souci de la vraisemblance, une part qu'il était seul à juger minime, il ôtait leurs derniers doutes sur lui aux uns, inspirait leurs premiers à ceux qui n'en avaient pas encore. Car le plus dangereux de tous les recels, c'est celui de la faute elle-même dans l'esprit du coupable. La connaissance permanente qu'il a d'elle l'empêche de supposer combien généralement elle est ignorée, combien un mensonge complet serait aisément cru, et en revanche de se rendre compte à quel degré de vérité commence pour les autres, dans des paroles qu'il croit innocentes, l'aveu. Et d'ailleurs, il aurait eu de toute façon bien tort de chercher à les taire, car il n'y a pas de vice qui ne trouve dans le grand nombre des appuis complaisants, et l'on a vu bouleverser l'aménagement d'un château pour faire coucher une sœur près de sa sœur dès qu'on eut appris qu'elle ne l'aimait pas qu'en sœur. Mais ce qui me révéla tout d'un coup l'amour de la princesse, ce fut un trait particulier et sur lequel je n'insisterai pas ici, car il fait partie du récit tout autre où monsieur de Charlus laissa mourir une reine plutôt que de manquer le coiffeur qui devait le friser au petit fer pour un contrôleur d'omnibus devant lequel il se trouva prodigieusement intimidé.
Cependant, pour en finir avec l'amour de la princesse, disons qu'elle rien m'ouvrit les yeux. J'étais, ce jour-là, seul en voiture avec elle. Au moment où nous passions devant une poste, elle fit arrêter. Elle n'avait pas amené de valet de pied, elle sortit à demi une lettre de son manchon et commença le mouvement de descendre pour la mettre dans la boîte. Je voulus l'arrêter, elle se débattit légèrement, et déjà nous nous rendions compte l'un et l'autre que notre premier geste avait été le sien, compromettant en ayant l'air de protéger un secret, le mien, indiscret en m'opposant à cette protection. Ce fut elle qui se ressaisit le plus vite. Devenant subitement très rouge, elle me donna la lettre, je n'osais plus ne pas la prendre, mais en la mettant dans la boîte, je vis, sans le vouloir, qu'elle était adressée à M. de Charlus. Pour revenir en arrière et à cette première soirée chez la princesse de Guermantes, j'allais lui dire adieu car son cousin et sa cousine me ramenaient et étaient fort pressés. M. de Guermantes voulait cependant dire au revoir à son frère. Madame de Surgis, ayant eu le temps, dans une porte, de dire au duc que M. de Charlus avait été charmant pour elle et pour ses fils, cette grande gentillesse de son frère, et la première que celui-ci eût eue dans cet ordre d'idées, toucha profondément Bazin, et réveilla chez lui des sentiments de famille qui ne s'endormaient jamais longtemps. Au moment où nous disions adieu à la princesse, il tint, sans dire expressément ses remerciements à M. de Charlus, à lui exprimer sa tendresse, soit qu'il eût en effet peine à la contenir, soit pour que le baron se souvînt que le genre d'action qu'il eut ce soir ne passait pas inaperçu aux yeux d'un frère, de même que, dans le but de créer pour l'avenir des associations de souvenirs salutaires, on donne du sucre à un chien qui fait le beau. « Eh bien, petit frère, dit le duc en arrêtant M. de Charlus et en le prenant tendrement sous le bras, voilà comment on passe devant son aîné sans même un petit bonjour. Je ne te vois plus, mémé, et tu ne sais pas comme cela me manque. En cherchant de vieilles lettres, j'en ai justement retrouvé de la pauvre maman qui sont toutes si tendres pour toi. »« Merci, Bazin, » répondit M. de Charlus d'une voix altérée, car ils ne pouvaient jamais parler sans émotion de leur mère. « Tu devrais te décider à me laisser t'installer un pavillon à Guermantes, reprit le duc. « C'est gentil de voir les deux frères si tendres l'un avec l'autre, dit la princesse à Oriane. « Ah, ça, je ne crois pas qu'on puisse trouver beaucoup de frères comme cela. Je vous inviterai avec lui, me promit-elle. Vous n'êtes pas mal avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à se dire, ajouta-t-elle d'un ton inquiet, car elle entendait imparfaitement leurs paroles. Elle avait toujours eu une certaine jalousie du plaisir que M. de Guermantes éprouvait à causer avec son frère d'un passé à distance duquel il tenait un peu sa femme. Elle sentait que, quand ils étaient heureux d'être ainsi l'un près de l'autre et que, ne retenant plus son impatiente curiosité, elle venait se joindre à eux, son arrivée ne leur faisait pas plaisir. Mais ce soir, à cette jalousie habituelle s'en ajoutait une autre. Car si Madame de Surgis avait raconté à M. de Guermantes les bontés qu'elle avait eues son frère, afin qu'il l'en remerciât, en même temps des amis dévoués du couple Guermantes avaient cru devoir prévenir la duchesse que la maîtresse de son mari avait été vue en tête-à-tête avec le frère de celui-ci. Et Madame de Guermantes en était tourmentée. « Rappelle-toi comme nous étions heureux jadis à Guermantes, reprit le duc en s'adressant à M. de Charlus. Si tu y venais quelquefois l'été, nous reprendrions notre bonne vie. Te rappelles-tu le vieux père Courvaux, hein ? Pourquoi est-ce que Pascal est troublant ? Parce qu'il est blé, prononça M. de Charlus, comme s'il répondait encore à son professeur. Et pourquoi est-ce que Pascal est troublé ? Parce qu'il est blanc. Très bien, vous serez reçu, vous aurez certainement une mention, et Madame la Duchesse vous donnera un dictionnaire chinois. Si je me rappelle, mon petit mémé, et la vieille potiche que t'avait rapportée Hervé de Saint-Denis, je la vois encore. Tu nous menaçais d'aller passer définitivement ta vie en Chine tant que tu étais épris de ce pays. Tu aimais déjà faire de longues vadrouilles. Ah, t'étais un type spécial, car on peut dire qu'en rien tu n'as jamais eu les goûts de tout le monde. Mais à peine avait-il dit ces mots que le duc piqua ce qu'on appelle un soleil, car il connaissait, sinon les mœurs, du moins la réputation de son frère.
Comme il ne lui en parlait jamais, il était d'autant plus gêné d'avoir dit quelque chose qui pouvait avoir l'air de s'y rapporter, et plus encore d'avoir paru gêné. Après une seconde de silence, « Qui sait, dit-il pour effacer ses dernières paroles, tu étais peut-être amoureux d'une Chinoise avant d'aimer tant de blanches et de leur plaire, si j'en juge par une certaine dame à qui tu as fait bien plaisir ce soir en causant avec elle. Elle a été ravie de toi. » Le duc s'était promis de ne pas parler de Madame de Surgis, mais au milieu du désarroi que la gaffe qu'il avait faite venait de jeter dans ses idées, il s'était jeté sur la plus voisine, qui était précisément celle qui ne devait pas paraître dans l'entretien, quoiqu'elle l'eût motivé. Mais M. de Charlus avait remarqué la rougeur de son frère, et comme les coupables, qui ne veulent pas avoir l'air embarrassé qu'on parle devant eux du crime qu'ils sont censés ne pas avoir commis et croient devoir prolonger une conversation périlleuse, « J'en suis charmé, lui répondit-il. Mais je tiens à revenir sur ta phrase précédente, qui me semble profondément vraie. Tu disais que je n'ai jamais eu les idées de tout le monde. Comme c'est juste. Tu disais que j'avais des goûts spéciaux. Mais non, protesta M. de Guermantes, qui en effet n'avait pas dit ces mots et ne croyait peut-être pas chez son frère à la réalité de ce qu'il désignait. Et d'ailleurs, se croyait-il le droit de le tourmenter pour des singularités qui en tout cas étaient restées assez douteuses ou assez secrètes pour ne nuire en rien à l'énorme situation du baron? Bien plus, sentant que cette situation de son frère allait se mettre au service de ses maîtresses, le duc se disait que cela valait bien quelque complaisance en échange. Eût-il à ce moment connu quelque liaison spéciale de son frère que, dans l'espoir de l'appui que celui-ci lui prêterait, espoir uni au pieux souvenir du temps passé, M. de Guermantes eût passé dessus, fermant les yeux sur elle et au besoin prêtant la main. « Voyons, Bazin. Bonsoir, Palamède, » dit la duchesse qui, rongée de rage et de curiosité, n'y pouvait plus tenir. « Si vous avez décidé de passer la nuit ici, il vaut mieux que nous restions à souper. Vous nous tenez debout, Marie et moi, depuis une demi-heure. » Le duc quitta son frère après une significative étreinte, et nous descendûmes, tous trois, l'immense escalier de l'hôtel de la princesse. Des deux côtés, sur les marches les plus hautes, étaient répandus des couples qui attendaient que leur voiture fût avancée. Droite, isolée, ayant à ses côtés son mari et moi, la duchesse se tenait à gauche de l'escalier, déjà enveloppée dans son manteau à la tiepolo, le col enserré dans le fermoir de rubis, dévorée des yeux par des femmes, des hommes, qui cherchaient à surprendre le secret de son élégance et de sa beauté. Attendant sa voiture sur le même degré de l'escalier que Madame de Guermantes, mais à l'extrémité opposée, Madame de Gaillardon, qui avait perdu depuis longtemps tout espoir d'avoir jamais la visite de sa cousine, tournait le dos pour ne pas avoir l'air de la voir et surtout pour ne pas offrir la preuve que celle-ci ne la saluait pas. Madame de Gaillardon était de fort méchante humeur parce que des messieurs qui étaient avec elle avaient cru devoir lui parler d'Oriane. « Je ne tiens pas du tout à la voir, » leur avait-elle répondu. « Je l'ai du reste aperçue tout à l'heure. Elle commence à vieillir. Il paraît qu'elle ne peut pas s'y faire. » Bazin lui-même le dit. « Mesdames, je comprends ça, parce que, comme elle n'est pas intelligente, qu'elle est méchante comme une teigne, et qu'elle a mauvaise façon, elle sent bien que, quand elle ne sera plus belle, il ne lui restera rien du tout. » J'avais mis mon par-dessus, ce que M. de Guermantes, qui craignait les refroidissements, blâma, en descendant avec moi à cause de la chaleur qu'il faisait. Et la génération de nobles à qui, plus ou moins passés par Monseigneur Dupanloup, parce qu'à parle un si mauvais français, excepté les Castellanes, que le duc exprima ainsi sa pensée. « Il vaut mieux ne pas être couvert avant d'aller dehors, du moins en thèse générale. Je revois toute cette sortie, je revois, si ce n'est pas à tort que je la place sur cet escalier, portrait détaché de son cadre, le prince de Sagan, duquel ce dut être la dernière soirée mondaine, se découvrant pour présenter ses hommages à la duchesse,
avec une si ample révolution du chapeau haute forme dans sa main gantée de blanc, qui répondait au gardénia de la boutonnière, qu'on s'étonnait que ce ne fût pas un feutre à plumes de l'ancien régime, duquel plusieurs visages ancestraux étaient exactement reproduits dans celui de ce grand seigneur. Il ne resta qu'un peu de temps auprès d'elle, mais ces pauses, même d'un instant, suffisaient à composer tout un tableau vivant et comme une scène historique. D'ailleurs, comme il est mort depuis, et que je ne l'avais de son vivant qu'aperçu, il est tellement devenu pour moi un personnage d'histoire mondaine du moins, qu'il m'arrive de m'étonner en pensant qu'un homme que je connais sont sa sœur et son neveu. Pendant que nous descendions l'escalier, le montait, avec un air de lassitude qui lui seyait, une femme qui paraissait une quarantaine d'années, bien qu'elle eût davantage. C'était la princesse d'Orvillers, fille naturelle, disait-on, du duc de Parme, et dont la douce voix se scandait d'un vague accent autrichien. Elle s'avançait, grande, inclinée, dans une robe de soie blanche à fleurs, laissant battre sa poitrine délicieuse, palpitante et fourbue, à travers un harnais de diamants et de saphirs, tout en secouant la tête comme une cavale de roi qu'eût embarrassé son licol de perles, d'une valeur inestimable et d'un poids incommode. Elle posait, çà et là, ses regards doux et charmants, d'un bleu qui, au fur et à mesure qu'il commençait à s'user, devenait plus caressant encore, et faisait à la plupart des invités qui s'en allaient un signe de tête amicale. « Vous arrivez à une jolie heure, Paulette, » dit la duchesse. « Ah, j'ai un tel regret, mais vraiment, il n'y a pas eu la possibilité matérielle, » répondit la princesse d'Orvillers, qui avait pris à la duchesse de Guermantes ce genre de phrase, mais y ajoutait sa douceur naturelle et l'air de sincérité donné par l'énergie d'un accent lointainement tudesque dans une voix si tendre. Elle avait l'air de faire allusion à des complications de vie trop longues à dire, et non vulgairement à des soirées, bien qu'elle revînt en ce moment de plusieurs. Mais ce n'était pas elle qui la forçait de revenir si tard. Comme le prince de Guermantes avait pendant de longues années empêché sa femme de revoir madame d'Orvillers, celle-ci, quand l'interdit fut levé, se contenta de répondre aux invitations pour ne pas avoir l'air d'en avoir soif par des simples cartes déposées. Au bout de 2 ou 3 ans de cette méthode, elle venait elle-même, mais très tard, comme après le théâtre. De cette façon, elle se donnait l'air de ne tenir nullement à la soirée, ni à y être vue, mais simplement de venir faire une visite au prince et à la princesse, rien que pour eux, par sympathie, au moment où, les 3/4 des invités déjà partis, elle jouirait mieux d'eux. Oriane est vraiment tombée au dernier degré, ronchonna madame de Gaillardon. Je ne comprends pas, Bazin, de la laisser parler à madame d'Orvillers. Ce n'est pas monsieur de Gaillardon qui m'eût permis cela. Pour moi, j'avais reconnu en madame d'Orvillers la femme qui, près de l'hôtel Guermantes, me lançait de longs regards langoureux, se retournait, s'arrêtait devant les glaces des boutiques. Madame de Guermantes me présenta. Madame d'Orvillers fut charmante, ni trop aimable, ni piquée. Elle me regarda comme tout le monde, de ses yeux doux, mais je ne devais plus jamais, quand je la rencontrerais, recevoir d'elle une seule de ces avances où elle avait semblé s'offrir. Il y a des regards particuliers et qui ont l'air de vous reconnaître qu'un jeune homme ne reçoit jamais de certaines femmes et de certains hommes, que jusqu'au jour où ils vous connaissent et apprennent que vous êtes l'ami de gens avec qui ils sont liés aussi. On annonça que la voiture était avancée. Madame de Guermantes prit sa jupe rouge comme pour descendre et monter en voiture, mais saisie peut-être d'un remords ou du désir de faire plaisir et surtout de profiter de la brièveté que l'empêchement matériel de le prolonger imposait à un acte aussi ennuyeux, elle regarda madame de Gaillardon. Puis, comme s'il venait seulement de l'apercevoir, prise d'une inspiration, elle retraversa, avant de descendre, toute la longueur du degré, et, arrivée à sa cousine ravie, lui tendit la main. « Comme il y a longtemps », lui dit la duchesse qui, pour ne pas avoir à développer tout ce qui était censé contenir de regrets et de légitimes excuses cette formule,
se tourna d'un air effrayé vers le duc, lequel, en effet, descendu avec moi vers la voiture, tempêtait en voyant que sa femme était partie vers madame de Gaillardon, et un ton interrompait la circulation des autres voitures. « Oriane est tout de même encore bien belle, dit madame de Gaillardon. Les gens m'amusent quand ils disent que nous sommes en froid. Nous pouvons, pour des raisons où nous n'avons pas besoin de mettre les autres, rester des années sans nous voir. Nous avons trop de souvenirs communs pour pouvoir jamais être séparés. Et au fond, elle sait bien qu'elle m'aime plus que tant des gens qu'elle voit tous les jours et qui ne sont pas de son rang. » Madame de Gaillardon était en effet comme ces amoureux dédaignés qui veulent à toute force faire croire qu'ils sont plus aimés que ceux que choisit leur belle. Et par les éloges que, sans souci de la contradiction avec ce qu'elle avait dit peu avant, elle prodigua en parlant de la duchesse de Guermantes, elle prouva indirectement que celle-ci possédait à fond les maximes qui doivent guider dans sa carrière une grande élégante, laquelle, dans le moment même où sa plus merveilleuse toilette excite, à côté de l'admiration, l'envie, doit savoir traverser tout un escalier pour la désarmer. Faites au moins attention de ne pas mouiller vos souliers. Il avait tombé une petite pluie d'orage, dit le duc, qui était encore furieux d'avoir attendu. Pendant le retour, à cause de l'exiguïté du coupé, les souliers rouges se trouvèrent forcément peu éloignés des miens, et madame de Guermantes, craignant même qu'ils ne les eussent touchés, dit au duc « Ce jeune homme va être obligé de me dire, comme je ne sais plus quelle caricature, « Madame, dites-moi tout de suite que vous m'aimez, mais ne me marchez pas sur les pieds comme cela. » Ma pensée, d'ailleurs, était assez loin de madame de Guermantes. Depuis que Saint-Loup m'avait parlé d'une jeune fille de grande naissance qui allait dans une maison de passe et de la femme de chambre de la baronne Putbus, c'était dans ces deux personnes que, faisant bloc, s'étaient résumés les désirs que m'inspirait chaque jour tant de beauté de deux classes. D'une part, les vulgaires et magnifiques, les majestueuses femmes de chambre de grandes maisons enflées d'orgueil et qui disent « nous » en parlant des duchesses, et d'autre part, ces jeunes filles dont il me suffisait, parfois, même sans les avoir vues passer en voiture ou à pied, d'avoir lu le nom dans un compte rendu de bal pour que j'en devinsse amoureux, et qu'ayant consciemment cherché dans l'annuaire des châteaux où elles passaient l'été, bien souvent en me laissant égarer par un nom similaire, je rêvasse tour à tour d'aller habiter les plaines de l'Ouest, les dunes du Nord, les bois de pins du Midi. Mais j'avais beau fondre toute la matière charnelle, la plus exquise pour composer, selon l'idéal qui m'en avait tracé Saint-Loup, la jeune fille légère et la femme de chambre de madame Putbus, il manquait à mes deux beautés possédables ce que j'ignorais tant que je ne les aurais pas vues. Le caractère individuel. Je devais m'épuiser vainement à rechercher à me figurer, pendant les mois où j'eusse préféré une femme de chambre, celle de madame Putbus. Mais quelle tranquillité! Après avoir été perpétuellement troublé par mes désirs inquiets, pourtant d'être fugitifs, dont souvent je ne savais même pas le nom, qui était en tout cas si difficile à retrouver, encore plus à connaître, impossible peut-être à conquérir, d'avoir prélevé sur toute cette beauté éparse, fugitive, anonyme, deux spécimens de choix munis de leurs fiches signalétiques, et que j'étais du moins certain de me procurer quand je le voudrais. Je reculais l'heure de me mettre à ce double plaisir, comme celle du travail, mais la certitude de l'avoir quand je voudrais me dispenser presque de le prendre, comme ces cachets soporifiques qu'il suffit d'avoir à la portée de main pour n'avoir pas besoin d'eux et s'endormir. Je ne désirais dans l'univers que deux femmes dont je ne pouvais, il est vrai, arriver à me représenter le visage, mais dont Saint-Loup m'avait appris les noms et garanti la complaisance. De sorte que s'il avait par ses paroles de tout à l'heure fourni un rude travail à mon imagination, il avait par contre procuré une appréciable détente, un repos durable à ma volonté. « Eh bien, me dit la duchesse, en dehors de vos bals, est-ce que je ne peux vous être d'aucune utilité? Avez-vous trouvé un salon où vous aimeriez que je vous présente ?» Je lui répondis que je craignais que le seul qui me fît envie ne fût trop peu élégant pour elle. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix menaçante et rauque, sans presque ouvrir la bouche.
La baronne Putbus. Ah non, alors cette fois, elle feignit une véritable colère. Non, 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 par exemple. Je crois que vous vous fichez de moi. Je ne sais même pas par quel hasard je sais le nom de ce chameau. Mais c'est la lie de la société. C'est comme si vous me demandiez de vous présenter à ma mercière. Et encore non, car ma mercière est charmante. Vous êtes un peu fou, mon pauvre petit. En tout cas, je vous demande en grâce d'être poli avec les personnes à qui je vous ai présenté, de leur mettre des cartes, d'aller les voir et de ne pas leur parler de la baronne Putbus, qui leur est inconnue. Je demandais si madame d'Orvillers n'était pas un peu légère. Oh, pas du tout. Vous confondez. Elle serait plutôt bégueule. N'est-ce pas, Bazin? Oui, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait jamais rien à dire sur elle, dit le duc. Vous ne voulez pas venir avec nous à la Redoute? Me demanda-t-il. Je vous prêterai un manteau vénitien et je sais quelqu'un à qui cela ferait bougrement plaisir. À Oriane, d'abord. Cela n'est pas la peine de le dire. Mais à la princesse de Parme. Elle chante tout le temps vos louanges. Elle ne jure que par vous. Vous avez la chance, comme elle est un peu mûre, qu'elle soit d'une pudicité absolue. Sans cela, elle vous aurait certainement pris comme Sigisbée, comme on dirait dans ma jeunesse, une espèce de cavalier servant. Je ne tenais pas à la Redoute, mais au rendez-vous avec Albertine. Aussi, je refusai. La voiture s'était arrêtée, le valet de pied demanda la porte cochère, les chevaux piaffèrent jusqu'à ce qu'elle fût ouverte toute grande, et la voiture s'engagea dans la cour. « À la revoyure, me dit le duc. J'ai quelquefois regretté de demeurer aussi près de Marie, me dit la duchesse, parce que, si je l'aime beaucoup, j'aime un petit peu moins la voir. Mais je n'ai jamais regretté cette proximité autant que ce soir, puisque cela me fait rester si peu avec vous. Allons, Oriane, pas de discours. La duchesse aurait voulu que j'entrasse un instant chez eux. Elle rit beaucoup, ainsi que le duc, quand je dis que je ne pouvais pas parce qu'une jeune fille devait précisément venir me faire une visite maintenant. « Vous avez une drôle d'heure pour recevoir vos visites, me dit-elle. « Allons, mon petit, dépêchons-nous, dit M. de Guermantes à sa femme. Il est minuit moins le quart, et le temps de nous costumer. » Il se heurta devant sa porte, sévèrement gardé par elle, aux deux dames à canne qui n'avaient pas craint de descendre nuitamment de leur cime afin d'empêcher un scandale. « Bazin, nous avons tenu à vous prévenir, de peur que vous ne soyez vu à cette redoute. Le pauvre Amanien vient de mourir il y a 1 heure. » Le duc eut un instant d'alarme. Il voyait la fameuse redoute s'effondrer pour lui du moment que, par ces maudites montagnardes, il était averti de la mort de M. d'Osmond. Mais il se ressaisit bien vite et lança aux 2 cousines ce mot où il faisait entrer, avec la détermination de ne pas renoncer à un plaisir, son incapacité d'assimiler exactement les tours de la langue française. « Il est mort ? Mais non, on exagère, on exagère. » Et sans plus s'occuper des 2 parents qui, munis de leur alpenstock, allaient faire l'ascension dans la nuit, il se précipita aux nouvelles en interrogeant son valet de chambre. « Mon casque est bien arrivé ? » ?»« Oui, monsieur le duc. Il y a bien un petit trou, pour respirer. Je n'ai pas envie d'être asphyxié, que diable. »« Oui, monsieur le duc. »« Ah, tonnerre de Dieu, c'est un soir de malheur. Oriane, j'ai oublié de demander à Babal si les souliers à la poulaine étaient pour vous. »« Mais mon petit, puisque le costumier de l'opéra comique est là, il nous le dira. Moi, je ne crois pas que ça puisse aller avec vos éperons. Allons trouver le costumier, dit le duc. « Adieu, mon petit, je voudrais bien entrer avec nous pendant que nous essaierons pour vous amuser, mais nous causerions, il va être minuit, et il faut que nous n'arrivions pas en retard pour que la fête soit complète. » Moi aussi, j'étais pressé de quitter monsieur et madame de Guermantes au plus vite. Phèdre finissait vers 11h30, le temps de venir, Albertine devait être arrivée. J'allais droit à Françoise. « Mademoiselle Albertine est là ?»« Personne n'est venu. »« Mon Dieu, cela voulait-il dire que personne ne viendrait ?» J'étais tourmenté, la visite d'Albertine me semblant maintenant d'autant plus désirable qu'elle était moins certaine. Françoise était ennuyée aussi, mais pour une toute autre raison. Elle venait d'installer sa fille à table pour un succulent repas.
Mais en m'entendant venir, voyant le temps lui manquer pour enlever les plats et disposer des aiguilles et du fil comme s'il s'agissait d'un ouvrage et non d'un souper, elle vient de prendre une cuillère de soupe, me dit Françoise. Je l'ai forcée de sucer un peu de carcasse pour diminuer ainsi jusqu'à rien le souper de sa fille, et comme si ça avait été coupable qu'il fût copieux. Mais au déjeuner ou au dîner, si je commettais la faute d'entrer dans la cuisine, Françoise faisait semblant qu'on eût fini et s'excusait même en disant « J'avais voulu manger un morceau ou une bouchée ». Mais on était vite rassuré en voyant la multitude des plats qui couvraient la table et que Françoise, surprise par mon entrée soudaine comme un malfaiteur qu'elle n'était pas, n'avait pas eu le temps de faire disparaître. Et puis elle ajouta « Allons, va te coucher, tu as assez travaillé comme cela aujourd'hui », car elle voulait que sa fille eût l'air non seulement de nous coûter rien, de vivre de privation, mais encore de se tuer au travail pour nous. Tu ne fais qu'encombrer la cuisine et surtout gêner monsieur qui attend de la visite. Allons, monte, reprit-elle. Et comme si elle était obligée d'user de son autorité pour envoyer coucher sa fille qui, du moment que le souper était raté, n'était plus là que pour la frime. Et si j'étais resté 5 minutes encore, eût d'elle-même décampé. Et se tournant vers moi, avec ce beau français populaire, et pourtant un peu individuel qui était le sien, « Monsieur ne voit pas que l'envie de dormir lui coupe la figure ?» J'étais resté ravi de ne pas avoir à causer avec la fille de Françoise. J'ai dit qu'elle était d'un petit pays qui était tout voisin de celui de sa mère, et pourtant différent par la nature du terrain, les cultures, le patois, par certaines particularités des habitants surtout. Ainsi, la bouchère et la nièce de Françoise s'entendaient fort mal, mais avaient ce point commun, quand elles partaient faire une course, de s'attarder des heures chez la sœur ou chez la cousine, étant d'elles-mêmes incapables de terminer une conversation au cours de laquelle le motif qui les avait fait sortir s'évanouissait au point que, si on leur disait à leur tour « Eh bien, monsieur le marquis de Norpois serait-il visible à 6h15 ?» elles ne se frappaient même pas le front en disant « Ah, j'ai oublié, mais... Ah, j'ai pas compris que monsieur avait demandé cela, je croyais qu'il fallait seulement lui donner le bonjour. » Et si elles perdaient la boule de cette façon pour une chose dite 1 heure auparavant, en revanche, il était impossible de leur ôter de la tête ce qu'elles avaient une fois entendu dire par la sœur ou par la cousine. Ainsi, si la bouchère avait entendu dire que les Anglais nous avaient fait la guerre en 70 en même temps que les Prussiens, et que j'eusse eu beau expliquer que ce fait était faux, totalement faux, toutes les 3 semaines, la bouchère me répétait au cours d'une conversation « Oh ben c'est cause à cette guerre que les Anglais nous ont faite en 70, en même temps que les Prussiens. » Mais je vous ai dit 100 fois que vous vous trompez. Elle répondait, ce qui impliquait que rien n'était ébranlé dans sa conviction. « En tout cas, c'est pas une raison pour leur en vouloir. Depuis 70, il a coulé de l'eau sous les ponts. » Une autre fois, prenant une guerre avec l'Angleterre, que je désapprouvais, elle disait « Bien sûr, vaut toujours mieux pas de guerre, mais puisqu'il le faut, vaut mieux y aller tout de suite. » Comme l'a expliqué tantôt la sœur, depuis cette guerre que les Anglais nous ont faite en 70, les traités de commerce nous ruinent. Après qu'on les aura battus, on ne laissera plus entrer en France un seul Anglais sans payer 300 francs d'entrée, comme nous maintenant pour aller en Angleterre. Tel était, en dehors de beaucoup d'honnêteté, et quand il parlait, d'une sourde obstination à ne pas se laisser interrompre, à reprendre 20 fois là où ils en étaient si on les interrompait, ce qui finissait par donner à leurs propos la solidité inébranlable d'une fugue de bac. Le caractère des habitants dans ce petit pays qui n'en comptait pas 500 et que bordaient ses châtaigniers, ses saules, ses champs de pommes de terre et de betteraves. La fille de Françoise, au contraire, parlait, se croyant une femme d'aujourd'hui et sortie des sentiers trop anciens, l'argot parisien, et ne manquait aucune des plaisanteries adjointes. Françoise lui ayant dit que je venais de chez une princesse, « Ah, moi sans doute une princesse à la noix de coco !» Voyant que j'attendais une visite, elle fit semblant de croire que je m'appelais Charles. Je lui répondis naïvement que non, ce qui lui permit de placer
Ah, je croyais. Je me disais charlatan. Charlatan. Ce n'était pas de très bon goût, mais je fus moins indifférent lorsque, comme consolation du retard d'Albertine, elle me dit « Oui, bon, je crois que vous pouvez l'attendre à perpète. Hein. Elle viendra plus. Hein. Ah, nos gigolettes d'aujourd'hui. » Ainsi son parler différait de celui de sa mère, mais, ce qui est plus curieux, le parler de sa mère n'était pas le même que celui de sa grand-mère, native de Beaulieu-le-Pin, qui était si près du pays de Françoise. Pourtant, les patois différaient légèrement comme les deux paysages. Le pays de la mère de Françoise, en pente et descendant à un ravin, était fréquenté par les Saules. Et très loin de là, au contraire, il y avait en France une petite région où on parlait presque tout à fait le même patois qu'à Méséglise. J'en fis la découverte, en même temps que j'en éprouvais l'ennui. En effet, je trouvai une fois Françoise en grande conversation avec une femme de chambre de la maison qui était de ce pays et parlait ce patois. Elle se comprenait presque, je ne les comprenais pas du tout. Elle le savait et ne cessait pas pour cela. Excusée, croyait-elle, par la joie d'être payse, quoique nées si loin l'une de l'autre, de continuer à parler devant moi cette langue étrangère, comme lorsque l'on ne veut pas être compris. Ces pittoresques études de géographie linguistique et de camaraderie ancillaire se poursuivirent chaque semaine dans la cuisine sans que j'y prisse aucun plaisir. Comme chaque fois que la porte cochère s'ouvrait, la concierge appuyait sur un bouton électrique qui éclairait l'escalier. Et comme il n'y avait pas de locataires qui ne fussent rentrés, je quittai immédiatement la cuisine et revins m'asseoir dans l'antichambre, épiant là où la tenture, un peu trop étroite, qui ne couvrait pas complètement la porte vitrée de notre appartement, laissait passer la sombre raie verticale faite par la demi-obscurité de l'escalier. Si tout d'un coup, cette raie devenait d'un blond doré, c'est qu'Albertine viendrait rentrer en bas et serait dans 2 minutes près de moi. Personne d'autre ne pouvait plus venir à cette heure-là. Et je restais ne pouvant détacher mes yeux de la raie qui s'obstinait à demeurer sombre. Je me penchais tout entier pour être sûr de bien voir. Mais j'avais beau regarder, le noir trait vertical, malgré mon désir passionné, ne me donnait pas l'enivrante allégresse que j'aurais eue si je l'avais vu changer, par un enchantement soudain et significatif, en un lumineux barreau d'or. C'était bien de l'inquiétude pour cette Albertine à laquelle je n'avais pensé que 3 minutes pendant la soirée guermante. Mais réveillant les sentiments d'attente jadis éprouvés à propos d'autres jeunes filles, surtout de Gilberte, quand elle tardait à venir, la privation possible d'un simple plaisir physique me posait une cruelle souffrance morale. Il me fallut rentrer dans ma chambre. Françoise m'y suivit. Elle trouvait, comme j'étais revenu de ma soirée, qu'il était inutile que je gardasse la rose que j'avais à la boutonnière, et vint pour me l'enlever. Son geste, en me rappelant qu'Albertine pouvait ne plus venir, et en m'obligeant aussi à confesser que je désirais être élégant pour elle, me causa une irritation qui fut redoublée du fait qu'en me dégageant violemment, je froissai la fleur et que Françoise me dit « Il aurait mieux valu me la laisser ôter plutôt que non pas la gâter ainsi. » D'ailleurs, ces moindres paroles m'exaspéraient. Dans l'attente, on souffre tant que de l'absence de ce que l'on désire qu'on ne peut supporter une autre présence. Françoise sortit de la chambre. Je pensais que, si c'était pour en arriver maintenant à avoir de la coquetterie à l'égard d'Albertine, il était bien fâcheux que je me fusse montré tant de fois à elle si mal rasée, avec une barbe de plusieurs jours, les soirs où je la laissais venir pour recommencer nos caresses. Je sentais qu'insoucieuse de moi, elle me laissait seule. Pour embellir un peu ma chambre, si Albertine venait encore, et parce que c'était une des plus jolies choses que j'avais, je remis pour la première fois depuis des années sur la table qui était auprès de mon lit ce portefeuille orné de turquoise que Gilberte m'avait fait venir dans une enveloppe, la plaquette de Bergotte,
et que si longtemps j'avais voulu garder avec moi pendant que je dormais à côté de la bille d'Agathe. D'ailleurs, autant peut-être qu'Albertine, toujours pas venue, sa présence en ce moment dans un ailleurs qu'elle avait évidemment trouvé plus agréable et que je ne connaissais pas, me causait un sentiment douloureux qui, malgré ce que j'avais dit, il y avait à peine une heure à Swann, sur mon incapacité d'être jaloux, aurait pu, si j'avais vu mon ami à des intervalles moins éloignés, se changer en un besoin anxieux de savoir où, avec qui, elle passait son temps. Je n'osais pas envoyer chez Albertine, il était trop tard, mais dans l'espoir que, soupant peut-être avec des amis dans un café, elle aurait l'idée de me téléphoner. Je tournai le commutateur et, rétablissant la communication dans ma chambre, je la coupai entre le bureau de poste et la loge du concierge à laquelle il était relié d'habitude à cette heure-là. Avoir un récepteur dans le petit couloir où donnait la chambre de Françoise eût été plus simple, moins dérangeant, mais inutile. Les progrès de la civilisation permettent à chacun de manifester des qualités insoupçonnées ou de nouveaux vices qui les rendent plus chers ou plus insupportables à leurs amis. C'est ainsi que la découverte d'Edison avait permis à Françoise d'acquérir un défaut de plus qui était de se refuser, quelque utilité, quelque urgence qu'il y eût, à se servir du téléphone. Elle trouvait le moyen de s'enfuir quand on voulait le lui apprendre, comme d'autres au moment d'être vaccinés. Aussi le téléphone était-il placé dans ma chambre, et pour qu'il ne gênait pas mes parents, sa sonnerie était remplacée par un simple bruit du tourniquet. De peur de ne pas l'entendre, je ne bougeais pas. Mon immobilité était telle que pour la première fois depuis des mois, je remarquais le tic-tac de la pendule. Françoise vint arranger les choses. Elle causait avec moi, mais je détestais cette conversation, sous la continuité uniformément banale de laquelle mes sentiments changeaient de minute en minute, passant de la crainte à l'anxiété, de l'anxiété à la déception complète. Différent des paroles vaguement satisfaites que je me croyais obligé de lui adresser, je sentais mon visage si malheureux que je prétendis que je souffrais d'un rhumatisme pour expliquer le désaccord entre mon indifférence simulée et cette expression douloureuse. Et puis, je craignais que les paroles prononcées, d'ailleurs à mi-voix, par Françoise, non à cause d'Albertine, car elle jugeait passer depuis longtemps l'heure de sa venue possible, risquassent de m'empêcher d'entendre l'appel « Sauveur » qui ne viendrait plus. Enfin, Françoise alla se coucher. Je la revoyais avec une rude douceur pour que le bruit qu'elle ferait en s'en allant ne couvrît pas celui du téléphone. Et je recommençais à écouter, à souffrir. Quand nous attendons, de l'oreille qui recueille les bruits à l'esprit qui les dépouille et les analyse, et de l'esprit au cœur à qui il transmet ses résultats, le double trajet est si rapide que nous ne pouvons même pas percevoir sa durée et qu'il semble que nous écoutions directement avec notre cœur. J'étais torturé par l'incessante reprise du désir, toujours plus anxieux et jamais accompli, d'un bruit d'appel. Arrivé au point culminant d'une ascension tourmentée dans les spirales de mon angoisse solitaire, du fond du Paris populeux et nocturne, approché soudain de moi, à côté de ma bibliothèque, j'entendis tout à coup, mécanique et sublime, comme dans Tristan, l'écharpe agitée ou le chalumeau du plâtre, le bruit de toupie du téléphone. Je m'élançai. C'était Albertine. « Je ne vous dérange pas en vous téléphonant à une heure pareille ?»« Ben non, dis-je en comprimant ma joie, car ce qu'elle disait de l'heure indue était sans doute pour s'excuser de venir dans un moment si tard, non parce qu'elle n'allait pas venir. « Est-ce que vous venez ?» demandai-je d'un ton d'indifférence. « Mais non, si vous n'avez pas absolument besoin de moi. » Une partie de moi à laquelle l'autre voulait se rejoindre était en Albertine. Il fallait qu'elle vînt. Mais je ne lui dis pas d'abord. Comme nous étions en communication, je me dis que je pourrais toujours l'obliger, à la dernière seconde, soit à venir chez moi, soit à me laisser courir chez elle. « Oui, je suis près de chez moi, dit-elle, et infiniment loin de chez vous. Je n'avais pas bien lu votre mot. Je viens de le retrouver, et j'ai eu peur que vous ne m'attendiez. » Je sentais qu'elle mentait.
Et c'était maintenant, dans ma fureur, plus encore par besoin de la déranger que de la voir, que je voulais l'obliger à venir. Mais je tenais d'abord à refuser ce que je tâcherais d'obtenir dans quelques instants. Mais où était-elle? À ces paroles se mêlaient d'autres sons. La trompe d'un cycliste, la voix d'une femme qui chantait, une fanfare lointaine retentissait aussi distinctement que la voix chère, comme pour me montrer que c'était bien. Albertine, que c'était bien Albertine dans son milieu actuel qui était près de moi en ce moment, comme une motte de terre dans laquelle on a emporté tous les graminées qui l'entourent. Les mêmes bruits que j'entendais frappaient aussi son oreille et mettaient une entrave à son attention. Détails de vérité, étrangers au sujet, inutiles en eux-mêmes, d'autant plus nécessaires à nous révéler l'évidence du miracle. Très sobre et charmant, descriptif de quelques rues parisiennes, très perçant aussi et cruel d'une soirée inconnue qui, au sortir de Phèdre, avait empêché Albertine de venir chez moi. Je commence par vous prévenir que ce n'est pas pour que vous veniez, car à cette heure-ci, vous me gêneriez beaucoup, lui dis-je. Je tombe de sommeil. Et puis enfin, 1000 complications. Je tiens à vous dire qu'il n'y avait pas de malentendu possible dans ma lettre. Vous m'avez répondu que c'était convenu. Alors si vous n'aviez pas compris, qu'est-ce que vous entendiez par là? J'ai dit que c'était convenu, seulement je ne me souvenais plus trop de ce qui était convenu. Mais je vois que vous êtes fâché, cela m'ennuie. Oh, je regrette d'être allé à Phèdre. Si j'avais su que cela ferait tant d'histoire, ajouta-t-elle, comme tous les gens qui, en faute pour une chose, font semblant de croire que c'est une autre chose qu'on leur reproche. Phèdre n'est pour rien dans mon mécontentement, puisque c'est moi qui vous ai demandé d'y aller. Alors vous ne m'en voulez pas? Vous m'en voulez? C'est ennuyeux qu'il soit trop tard ce soir. Sans cela, je serais allé chez vous. Mais je viendrai demain ou après-demain pour m'excuser. Oh non, Albertine, je vous en prie. Après m'avoir fait perdre une soirée, laissez-moi au moins la paix les jours suivants. Je ne serai pas libre avant une quinzaine de jours ou 3 semaines. Écoutez, si cela vous ennuie que nous restions sur une impression de colère, et au fond, vous avez peut-être raison, alors j'aime encore mieux, fatigue pour fatigue, puisque je vous ai attendu jusqu'à cette heure-ci, et que vous êtes encore dehors, que vous veniez tout de suite. Je vais prendre du café pour me réveiller. Ce ne serait pas possible de remettre cela à demain? Parce que la difficulté en entendant ces mots d'excuse, prononcés comme si elle n'allait pas venir, je sentis qu'au désir de revoir la figure veloutée qui déjà à Balbec dirigeait toutes mes journées vers le moment où devant la mer mauve de septembre je serais auprès de cette fleur rose, tentait douloureusement de s'unir à un élément bien différent. Ce terrible besoin d'un être, à Combray, j'avais appris à le connaître au sujet de ma mère, et jusqu'à vouloir mourir si elle me faisait dire par Françoise qu'elle ne pourrait pas monter. C'était fort de l'ancien sentiment pour se combiner et ne faire qu'un élément unique avec l'autre, plus récent, et qui, lui, n'avait pas pour voluptueux objet que la surface colorée, la rose carnation d'une fleur de plage. Cet effort aboutit souvent à ne faire, au sens chimique, qu'un corps nouveau qui peut ne durer que quelques instants. Ce soir-là, du moins, et pour longtemps encore, les deux éléments restèrent dissociés. Mais déjà, au dernier mot entendu au téléphone, je commençais à comprendre que la vie d'Albertine était située, non pas matériellement, sans doute, à une telle distance de moi qu'il m'eût fallu toujours de fatigantes explorations pour mettre la main sur elle, mais, de plus, organisées comme des fortifications de campagne et pour plus de sûreté, de l'espèce de celle que l'on a pris plus tard l'habitude d'appeler camouflée. Albertine, au reste, faisait un degré plus élevé de la société, partie de ce genre de personnes à qui la concierge promet à votre porteur de faire remettre la lettre quand elle rentrera, jusqu'au jour où vous vous apercevez que c'est précisément elle, la personne rencontrée dehors et à laquelle vous vous êtes permis d'écrire, qui est la concierge. De sorte qu'elle habite bien, mais dans la loge,
le logis qu'elle vous a indiqué, lequel d'autre part est une petite maison de passe dont la concierge est la maquerelle, et qu'elle donne comme adresse à un immeuble où elle est connue par des complices qui ne vous livreront pas son secret, d'où on lui fera parvenir vos lettres, mais où elle n'habite pas, où elle a tout au plus laissé des affaires. Existence disposée sur 5 ou 6 lignes de repli, de sorte que quand on veut voir cette femme, ou savoir où est venue frapper trop à droite, ou trop à gauche, ou trop en avant, ou trop en arrière, et qu'on peut pendant des mois, des années, tout ignorer. Pour Albertine, je sentais que je n'apprenais jamais rien, qu'entre la multiplicité entremêlée des détails réels et des faits mensongers, je n'arrivais jamais à me débrouiller. Et que ce serait toujours ainsi, à moins que de la mettre en prison. Mais on s'évade, jusqu'à la fin. Ce soir-là, cette conviction ne fit passer à travers moi qu'une inquiétude, mais où je sentais frémir comme une anticipation de longues souffrances. « Mais non, répondis-je, je vous ai déjà dit que je ne serais pas libre avant 3 semaines, pas plus demain qu'un autre jour. Bien, alors, je vais prendre le pas de course. C'est ennuyeux parce que je suis chez une amie qui... » Je sentais qu'elle n'avait pas cru que j'accepterais sa proposition de venir, laquelle n'était donc pas sincère, et je voulais la mettre au pied du mur. « Mais qu'est-ce que ça peut me faire, votre ami ? Venez ou vous ne venez pas, c'est votre affaire. Ce n'est pas moi qui vous demande de venir, c'est vous qui me l'avez proposé. Ne vous fâchez pas, je saute dans un fiacre et je serai chez vous dans 10 minutes. »